n'aurez aucun contrôle de votre argent et vous serez heureux. C'est le projet de l'euro numérique que le gouvernement prépare dans l'ombre. Et les médias traditionnels n'en parlent que très peu. Aucun passage au journal de TF1, ni même une prise de parole pour le grand public. Et il est destiné pour vous, en tant que Français. Mais vous n'avez aucune information dessus. Pourquoi ? Il ne faut pas avoir peur. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Les amis, l'heure est venue pour le gouvernement. Et plus précisément pour les CBDCs, ou MNBC en français, des monnaies numériques de banque centrale. Le fameux projet de l'euro numérique approche chaque jour qui passe. Pour faire simple, ce serait potentiellement l'outil parfait pour contrôler la population. En gros cheat code. Et l'approche pour vous imposer ce nouveau système qui va naître, sans que vous en rendiez compte évidemment, est encore plus flippant. Vous allez comprendre tout ce qui se trame derrière, mais juste avant, je compte sur vous pour envoyer la vidéo sur la lune. Bref, je vous fais pas de dessin. Je tiens à rappeler aussi que cette vidéo est à titre informatif et que c'est à vous évidemment de vous faire votre propre jugement. L'onglet commentaires est fait pour ça. Allez, c'est parti, voyons ensemble la face cachée de l'euro numérique. Jingle. Remettons un peu de contexte. Dans un monde où le simple fait d'être propriétaire devient de moins en moins accessible, où les inégalités se creusent chaque jour qui passe, dans des temps où on nous propose de dévoiler notre vie en scannant notre visage en échange de 50 petits $, c'est le moment parfait tant attendu pour lancer un nouveau système de paiement numérique, contrôlé évidemment par un gouvernement qui nous méprise un peu plus tous les jours. Le bâtard, il m'a craché dessus. Des vaches à lait, voilà ce qu'il faut pour contrôler le monde. Et quoi de mieux que de mettre en œuvre un système de paiement qui se dit dans l'air du temps, dans l'ère des avancées technologiques et de la révolution numérique. Voici l'euro numérique. Il ne faut pas avoir peur. Alors, c'est un projet qui est sur le feu depuis octobre 2021, qui est mené par la Banque Centrale Européenne avec à sa tête Christine Lagarde, la présidente. C'est un système de paiement qui reposera probablement sur une technologie innovante similaire à la technologie blockchain. C'est pas encore vraiment tout à fait clair. En tout cas, si on part de ce principe, c'est celle qui est utilisée par les crypto-monnaies comme Bitcoin ou Ethereum. Alors attention, je dis bien similaire parce qu'elle n'utilisera pas la technologie blockchain qui a des principes de décentralisation et de transparence. Mais elle s'appuiera simplement dessus avec l'utilisation de la cryptographie. C'est du code de manière un peu plus poussée. L'objectif, c'est d'avoir des frais de transaction plus bas, de faciliter les paiements instantanés, que ce soit en ligne ou en réel, sans avoir à utiliser de l'argent liquide ou faire un virement bancaire. Encore plus subtil, l'un des buts derrière tout ça, c'est aussi de redonner aux banques centrales le pouvoir sur la monnaie, qui dans l'histoire a beaucoup été laissé aux banques commerciales, donc des banques comme la Société Générale, BNP Paribas et j'en passe. Enfin bref, tout en panel pour nous faciliter la vie, et surtout pour leur faciliter la tâche. L'euro numérique ne sera pas une crypto-monnaie comme on les connaît, mais une monnaie numérique à utiliser directement via l'application fournie par la Banque Centrale Européenne. Depuis l'arrivée d'Internet, nos habitudes de consommation n'ont cessé d'évoluer, et plus particulièrement dans notre façon de payer tous les jours, vous vous en doutez bien. Avant, on allait chez le boucher prendre une bonne côte de bœuf et on lâchait un billet sur le comptoir, la monnaie et merci au revoir. Aujourd'hui, on sort notre carte, le bip et merci au revoir. 2 fois plus rapide. C'est l'évolution de notre société, qui a pour but de faciliter nos habitudes de consommation de tous les jours, nous faire prendre des chemins plus rapides pour les mêmes besoins. Alors franchement, c'est cool, on entend l'idée d'un euro numérique qui serait là pour nous faciliter la vie, qui s'adapte à nos besoins en constante évolution, rien à dire, bravo. Mais on peut aussi se dire qu'on paye déjà par carte bancaire. Et c'est numérique, donc en soi ce changement change pas grand chose. Et bah détrompez-vous, quand vous payez par carte bancaire, vous utilisez le cash qui a été imprimé par la Banque Centrale Européenne, puis ensuite qui est rendu numérique sur un ordinateur. La Banque Centrale Européenne n'a pas vraiment de pouvoir dessus. Mais Lorenzo, c'est fini ça. Et avec l'euro numérique, elle aussi, comme les autres banques standards, va nous permettre d'échanger de l'argent de façon numérique, en passant directement par elle. Ce qui n'était pas le cas avant. Avant, la Banque Centrale Européenne était simplement l'émetteur des billets, celle qui imprimait les billets. Avec l'euro numérique, elle sera au cœur de l'échange. Et c'est là que vous allez comprendre pourquoi ça change tout. Rappelez-vous, je vous avais dit que l'étude du projet avait commencé en 2021, en octobre 2021, et la date de sortie est prévue pour 2025. Peut-être un peu plus de temps pour peaufiner les choses, mais disons horizon 2025. C'est-à-dire qu'en seulement 4 ans, c'est pas grand-chose 4 ans, ils pourraient déjà proposer un nouveau système de paiement aux Français. Ça fait court. Pourquoi se précipiter autant ? Quelque chose va pas? Eh bah, il y a une explication à tout ça. Tout est centré autour du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme. Disons que c'est leur manière d'approche. Les chiffres sont tombés. Selon un rapport du Fonds monétaire international, le cash blanchi représente en moyenne chaque année entre 2 et 5% du PIB mondial, soit entre 1600 et 4000 milliards de dollars blanchis par an. Je sais pas si vous en rendez compte, c'est entre 3 et 7 fois le PIB de la Belgique. Si on fait une moyenne entre ces deux chiffres, 1600 et 4000 milliards de dollars, ça nous fait 2800 milliards. Le PIB de la France qui est blanchi chaque année avec le
le cash. À titre informatif, même les crypto-monnaies au sens large, qui sont souvent associées au blanchiment d'argent, représentent tout juste 20 milliards de dollars de transactions illicites, soit en moyenne 140 fois moins que le cash. Ça, c'était gratuit. Donc ce cash est le pire ennemi du gouvernement. Ils n'ont strictement aucun contrôle dessus. C'est pour ça que quand vous payez en liquide avec plus de 1000 euros, bah généralement c'est pas possible. Ou alors vous prenez des risques à ce qu'on vous questionne, etc. Donc l'euro numérique est là aussi pour venir freiner ce blanchiment. En tout cas, dans la zone euro, c'est en début. Mais le problème, c'est que cet argument, bien qu'il soit tout à fait légitime et compréhensible, il est utilisé, disons, pour tout et rien à la fois. Ils s'en servent pour justifier tout leur acte. Évidemment, c'est bien plus facile de justifier une action quand c'est pour la bonne cause. Mais ce qui se cache derrière, c'est quelque chose de bien plus gros. Quelque chose qui nous concerne tous, notre vie privée. Et on nous dit que l'euro numérique est la solution. Mais à quel prix? On vivra tous dans une sorte de transparence totale, tôt ou tard. Oui, exactement. Notre société a évolué dans le but d'être plus libre, d'avoir une liberté de pensée, d'avoir le droit à la vie privée. C'est le principe des déclarations des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et de la Convention européenne des droits de l'homme de 1953, qu'on aime tant et qu'on est prêt à défendre corps et âme. C'est clair, ces textes existent pour définir nos droits en tant qu'humains. Bah tiens, jetons rapidement un petit coup d'œil à ces textes. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Mais vous n'avez pas lu le petit texte écrit tout petit juste en bas? Quel dommage. Plus sérieusement, il y a un petit alinéa qui explique toutes les subtilités dans lesquelles ces droits ne s'appliquent pas, notamment quand il y a des infractions. Mais ça reste encore très large et donc très flou. Qu'est-ce que le bien-être économique du pays? Ça peut être beaucoup de choses. Quelles sont les infractions pénales qui justifient une ingérence dans notre vie privée et familiale? C'est large. Enfin, rendez-vous compte, on est en 2023 et on n'a pas plus de précision sur certains textes qui sont encore très flous. Donc on se rend compte que la vie privée est limitée et même opaque. C'est peut-être même quelque chose qu'on essaie de nous faire croire, une utopie. Et la liberté d'expression dans tout ça, il y a quand même beaucoup de choses à dire. Liberté d'ailleurs qui chaque jour est bafouée par notre mode de vie numérique centralisé, qui est d'ailleurs souvent censuré par des politiques qui eux-mêmes contrôlent nos médias. Vous avez déjà dû voir cet arbre qui récapitule quel média appartient à qui. Je vous laisse mettre pause si vous le connaissez pas, c'est très intéressant. La liberté d'expression a des limites, ça c'est sûr. On ne peut pas tout dire et on sait depuis le temps. À force de voir de la censure dissimulée presque partout, on a l'habitude. Moi je dis hagra. Bon, je m'écarte un peu, on pourrait débattre des heures dessus évidemment, mais là n'est pas le sujet. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nos droits en général peuvent être manipulés. Comme des marionnettes, on en a des preuves tous les jours. Attrapé au flag mon délire. Et c'est là qu'on en vient aux CBDCs, les monnaies numériques de banque centrale, dans notre cas l'euro numérique, et les problèmes qu'ils posent, plus particulièrement concernant le respect de notre vie privée, le respect de la vie privée des Français. Déjà, la Banque Centrale Européenne nous l'a confirmé, l'euro numérique ne remplacera pas le cash. Pourtant, si mes souvenirs sont bons, j'ai toujours entendu que le cash était le pire ennemi des banques et du gouvernement. On l'a vu juste avant. Deuxièmement, il est dit que les transactions ne seront pas tracées. Pourtant, on est bien sur un système totalement centralisé, dirigé par le gouvernement et plus particulièrement la Banque Centrale Européenne. Donc plus centralisé, tu meurs. On en avait eu l'expérience avec l'Agence Nationale de la Sécurité, qui était bien connue pour tracer tout ce qu'elle pouvait. D'ailleurs, Edward Snowden, un informaticien qui avait été dans la sauce en 2013, après avoir dévoilé des informations top secret concernant la vie privée des Américains, avec les preuves des surveillances téléphoniques, de l'écoute sur internet. Donc ça me fait bien rire quand on nous dit que les transactions ne seront pas tracées. Tout va bien les gars. Mais si on n'a rien à cacher, il ne faut pas avoir peur. On nous dit aussi que l'euro numérique ne sera pas bloqué pour une utilisation spécifique. Mais pourtant, quand on se renseigne, on apprend que l'euro numérique sera une monnaie programmable, comme ils le disent. Et notamment grâce aux smart contracts, des contrats intelligents qui ont des instructions prédéfinies liées aux transactions. Ils ont été introduits une première fois par un cryptographe reconnu en 1994, Nick Szabo, puis rendus accessibles au grand public par Ethereum en 2015, grâce à son fondateur Vitalik Buterin. Yes, I am Satoshi Nakamoto. C'est-à-dire avec une monnaie programmable qui est totalement centralisée, puisque là on est vraiment pour le coup sur un projet centralisé, dirigé par l'État. Et bah dans les faits, l'État pourrait entrer dans notre quotidien, sans que personne ne le sache, grâce à ces fameux smart contracts centralisés, et qui nous seront, en tant que citoyens français, totalement invisibles. Et le vrai risque, il est là les amis. Nos institutions auront la possibilité d'ajouter des conditions à l'utilisation de la monnaie. Conditions à l'utilisation de la monnaie. Conditions à l'utilisation de la monnaie. Il serait alors facile pour nos responsables politiques de décider pour nous de ce que l'on peut faire ou ne pas faire avec notre argent. On n'aura aucun contrôle. L'État décidera pour nous. Et ça, c'est très grave. On peut s'imaginer beaucoup de choses. Du moment qu'ils peuvent entrer des instructions dans l'utilisation de l'argent, ça pose problème. Alors évidemment, ce serait pas dans le principe d'une démocratie comme la France, mais on pose bien les 49.3 à tout va. Et l'histoire l'a prouvé plusieurs fois. Tôt ou tard, il y aura un golem qui pourra en abuser. L'autre promesse, c'est que nos euros numériques ne seront jamais bloqués sur ordre du gouvernement. Ça, à la limite, je veux bien le croire, mais encore. Parce que si on prend l'exemple de nos cousins du Canada, et bah rappelez-vous, pendant le Covid, lors des manifestations contre les restrictions de liberté liées au virus, le premier ministre canadien Justin Trudeau avait donné l'ordre de geler les comptes bancaires des manifestants.
sans passer par la justice, genre comme ça. J'ose espérer que ça n'arrive jamais en France, mais partons du principe que on sait jamais. Avec l'euro numérique, ce sera encore plus facile. Vous l'avez compris, avec l'euro numérique, vous n'aurez aucun contrôle sur votre argent. Déjà qu'aujourd'hui c'est assez limité, là on pousse le bouchon encore plus loin. En faisant passer un tel projet au nom de l'innovation technologique et du progrès, notre vie privée sera violée. Voilà. Il y a aussi beaucoup d'autres droits qui nous constituent en tant qu'humains. Et si vous en avez conscience, que vous voulez vous battre, que vous voulez trouver d'autres solutions, et bah certaines personnes vous diront que vous êtes complotiste, que vous voyez le mal de partout, et que de toute façon, si vous vous souciez de la vie privée, c'est que vous avez quelque chose à cacher. Et si on n'a rien à cacher, il ne faut pas avoir peur. Allez, prends ta pilule et endors-toi. Mais alors, pourquoi contrôler notre vie privée? Pourquoi contrôler notre liberté? Au bout d'un moment, on souffle. En 1993, un homme nommé Eric Hughes, qui est un mathématicien défenseur de la liberté sur internet, un activiste, autrement dit un cypherpunk, écrit le manifeste d'un cypherpunk le 9 mars 1993. Et il dit à un moment donné quelque chose d'intéressant. Dans l'ère électronique où nous vivons, le droit à une vie privée est un élément essentiel d'une société libre et ouverte. Le domaine du privé n'est pas celui de la dissimulation. Quelque chose relève du privé dès lors que nous ne souhaitons pas le rendre accessible au monde entier. On comprend très vite qu'au final, la vie privée, c'est pas le fait de vouloir cacher quelque chose de mal, comme on essaye de nous faire croire. Le fait de vouloir contrôler cette vie privée et contrôler les échanges, les moindres faits et gestes que nous faisons, soit avec l'euro numérique ou autre chose, en fait c'est avoir un pouvoir total sur notre personne. Et donc ce qui peut au passage nous priver de notre libre arbitre. Je pose ça là. Celui qui contrôle les échanges contrôle la liberté. Les crypto-monnaies par exemple, et plus particulièrement le Bitcoin, ont été créées contre ce principe-là, en mettant à la disposition du monde entier un système incensurable qui permet d'échanger de la valeur de manière numérique. Le message derrière, c'est que aucune banque n'a accès à votre argent, c'est le vôtre, et je ne peux pas être stoppé ou censuré. J'existe pour ça. C'est une manière d'avoir cette liberté avec notre argent. C'est pour ça notamment que le gouvernement européen veut rapidement réguler le marché des crypto-monnaies. D'une part pour avoir le contrôle sur ce qui se passe, mais aussi pour pas qu'il y ait tout et n'importe quoi. En Europe, c'est via la loi MiCA qu'ils vont encadrer l'activité des crypto-monnaies. Mais je vous en ai déjà fait une vidéo détaillée dessus, je vous l'affiche à l'écran, si vous voulez aller la voir, c'est cadeau. Enfin bref, à aucun moment c'est du complotisme, c'est juste des faits. Des abus, il y en a très régulièrement. Le respect de la vie privée, évidemment qui me tient à cœur aussi. Mais ce n'est pas pour autant que je vais arrêter de payer par carte bancaire, ou alors arrêter d'utiliser Twitter ou YouTube parce que c'est des plateformes centralisées, et que les grands méchants derrière ont un pouvoir total sur ce qu'on fait. Il faut pas être parano, mais il faut quand même comprendre. Comprendre qu'on joue avec nos couilles de plus en plus. Et ce projet numérique, malheureusement, en est encore la preuve. Ce qui me dérange, c'est le fait de cacher aux Français les subtilités qu'il y a derrière ce projet, les risques que ça pourrait représenter si des gens mal intentionnés en abusaient. Il faut que les Français soient au courant, c'est comme ça qu'on avancera. Parce que dans la forme, l'euro numérique est une bonne idée. Il permet de s'adapter à nos habitudes de consommation qui sont en constante évolution, notamment avec les paiements en ligne. Mais malheureusement, il y a trop de préoccupations derrière concernant la liberté. La centralisation du contrôle sur la monnaie numérique pourrait permettre aux politiques de surveiller nos moindres faits et gestes. Et les smart contracts dont je vous ai parlé pourraient être, mais alors vraiment utilisés pour imposer un contrôle total sur l'utilisation de notre argent. Je suis pas là pour jeter la pierre sur telle ou telle personne. Quoique toi, tiens, c'est gratuit. Mais je propose plutôt une vision critique concernant ce projet, qui implique bien plus de choses que le simple fait de faciliter la tâche aux Français et de lutter contre le blanchiment d'argent. Les amis, on arrive à la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas évidemment à vous abonner, à like la vidéo pour donner plus de force. Sur ce, c'était Clémise. Prenez soin de vous. Ciao!